Roselyne Bachelot, la ministre des Solidarités, est l'invitée de Preuve par 3. Bonsoir madame, Bonsoir. et merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur le plateau de Public Sénat au moment où Nicolas Sarkozy, que vous avez accompagné à Bordeaux, a lancé sa campagne sur le thème des fraudes sociales. Il y a bien sûr également des impératifs économiques et un souci d'équité, on en parlera. Avec moi ce soir et dans un instant, Frédéric Dumoulin de l'agence France Presse, notre partenaire, et puis Perrine Tarnot de Public Sénat. Roselyne Bachelot, pour rassurer celui que vous appelez votre petit frère, François Fillon, attention ce soir à bien choisir vos mots, hein ? Et il y a une petite mise au point du Premier ministre qui vous a certes défendu devant les députés UMP, hein, lorsque vous avez peut-être expliquer de quoi il s'agit. Vous avez défendu la déductibilité des dons aux associations, mais vous avez eu un mot malheureux, semble-t-il, puisque vous avez dit que la proposition, l'amendement de l'UMP était intolérable. Oh, j'ai simplement affaire à aider des personnes qui sont en très grande difficulté. Et la perspective de diminuer la déductibilité avait entraîné une très grande inquiétude chez ces associations. On pense au Resto du Cœur, à la Banque Alimentaire, à toutes celles qui se déploient pour le logement des plus faibles, des plus démunis, pour la prise en charge de leur santé, pour évidemment leur alimentation. Et cette perspective leur était effectivement intolérable et causait beaucoup d'inquiétude. Alors je comprends la réflexion qui est une réflexion théorique, si je puis dire, sur les niches fiscales, mais moi j'ai en charge ces personnes les plus démunies et je suis aussi la porte-parole de leurs inquiétudes, c'était tout à fait normal. Et d'autant que la décision avait été parfaitement arbitrée par le Premier ministre et il n'était pas question pour le Premier ministre ni pour la ministre en charge du budget, Valérie Pécresse, de donner un avis positif du gouvernement sur cet amendement. Donc j'étais parfaitement raccord avec les décisions qui avaient été prises avec le gouvernement. On peut quand même se poser la question, Roselyne Bachelot, alors que l'État est en faillite, hein, est-ce qu'il est tolérable que lorsqu'un généreux donateur offre 100 à une association, l'État lui rembourse 75 ? Nous avons décidé, dans le plan de retour à l'équilibre, que nous sanctuariserions les politiques qui étaient destinées aux plus faibles et aux plus démunis. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de continuer l'augmentation de l'allocation d'adultes handicapés. Elle aura augmenté de 25% pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. De préserver le pouvoir d'achat des retraites, de continuer l'augmentation du minimum vieillesse, de ne pas toucher à la TVA à 5,5 pour l'alimentation. C'est le principal poste pour les familles les plus modestes. Donc, voilà, il y a une cohérence dans le plan de retour à l'équilibre du gouvernement, protéger les plus faibles, et ceci n'aurait pas été en cohérence avec le plan. Malgré ces cohérences que vous défendez, quand même, ce plan de rigueur fait tiquer les familles. On y reviendra parce que quand même, ça leur coûtera un peu d'argent, notamment pour celles qui espéraient une plus forte augmentation des prestations sociales. On y revient tout à l'heure. Je peux vous répondre tout de suite. Il y a en ce moment des pays qui, en Europe, décident de sabrer dans la protection sociale. Je vous signale que, par exemple, au Royaume-Uni, 12 milliards d'économies sur la protection sociale. On n'en est pas là. Des prestations qui diminuent de 60% ou qui même sont supprimées. Nous avons décidé de conserver et de calquer l'augmentation du pouvoir d'achat de ces prestations sur l'augmentation de la croissance. Et pas sur l'inflation, donc c'est moins que prévu. C'est moins que prévu, mais dans la crise que nous traversons, je dois dire que c'est un bel effort que nous faisons. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Alors, lui a pesé ses mots. Aujourd'hui, vous étiez à ses côtés, Nicolas Sarkozy. Voler la Sécu, c'est trahir la confiance de tous les Français, dit-il, qui n'est pas d'accord, bien sûr, avec ce constat. Mais la gauche estime qu'on transforme les malades en boucs émissaires et les syndicats dénoncent une suspicion. Je ne comprends pas du tout cette polémique sur une défense finalement des fraudeurs et des voleurs. Il ne s'agit pas de stigmatiser les honnêtes gens qui ont droit à des prestations maladie, à des prestations famille, à des prestations vieillesse, à des prestations d'action sociale. Il s'agit dans un système de protection sociale qui est le plus généreux du monde. Nous consacrons le tiers de notre richesse, de notre produit intérieur brut à notre protection sociale. Et nous souhaitons conserver ce modèle social. Finalement, lutter contre la fraude, ça a deux effets.
c'est d'abord, bien sûr, faire en sorte que des sommes ne soient pas indûment versées à ceux qui n'en ont pas besoin, à ceux qui n'ont pas de droit ouvert à ces prestations. Mais au-delà, c'est sauvegarder notre modèle social. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, en regardant ce modèle social extraordinairement généreux, sont là en train de se dire « mais est-ce que c'est bien de donner un revenu minimum aux pauvres? Est-ce qu'on ne devrait pas baisser le taux de remboursement de certaines prestations maladie? Et finalement, est-ce qu'on ne devrait pas mettre les allocations familiales sous condition de ressources ?» Il y a beaucoup de gens qui veulent attaquer ce modèle social et qui le font parfois sur l'argument de la fraude. Moi, et avec bien sûr le président de la République et le Premier ministre, nous voulons sauvegarder notre modèle social. Et lutter contre la fraude, c'est un moyen de le préserver. Mais on peut aller beaucoup plus loin, Roselyne Bachelot, parce que la fraude aux arrêts maladie, par exemple, c'est 4 milliards d'euros. Et celle des patrons qui ont recours au travail au noir, c'est 3 fois plus. Et puis la fraude fiscale, alors là, c'est 40 milliards. Mais vous avez raison. La fraude, nous le disons avec Xavier Bertrand, avec qui nous pilotons, nous nous attaquons à tous les types de fraude. Par exemple, dans l'expérimentation que j'ai menée auprès de 14 caisses d'allocation familiale et qui s'est terminée au mois de septembre et que nous allons généraliser, nous avons ciblé le travail dissimulé comme une des priorités. Donc, véritablement, la fraude aux cotisations. Et avec le président de la République, nous avons rencontré un certain nombre d'acteurs. Des salariés, des patrons aussi. La fraude du travail dissimulé, la fraude des patrons qui ne déclarent pas leurs salariés et ne versent donc pas de cotisations sociales. À gauche, en tous les cas, on estime que Nicolas Sarkozy, avec son discours de Bordeaux, a choisi ses thèmes de campagne, un peu comme un appel du pied à la droite populaire et même aux électeurs du Front National, qui sont, c'est vrai, peut-être plus sensibles encore que les autres à la question de la fraude. Est-ce que c'est ça, la lecture politique? Le discours de Nicolas Sarkozy était un discours très important, qui était un discours qui concernait toute la protection sociale et toute la philosophie de la protection sociale. C'était un discours de président de la République. Parce que quand la protection sociale d'un pays emploie le tiers des revenus de ce pays, c'est très important d'en parler. J'ai dit les forces... Vous ne répondez pas sur l'arrière-pensée politique du candidat les forces centrifuges qui se... Mais pourquoi voulez-vous que je taxe d'arrière-pensée? Parler de la protection sociale pour un président de la République, c'est un discours que Nicolas Sarkozy fait en continu. Enfin, on se trouve effectivement dans une période de pré-campagne électorale. Le président de la République n'a pas encore dit ses intentions. Moi, je ne fais pas de procès d'intention à mes adversaires. Ils développent leur argumentation. Nous développons les nôtres et nous défendons notre politique, pourquoi nous faisons cela et les raisons qui nous guident. D'accord. Alors vos adversaires, parlons du parti, un mot sur le Parti Socialiste quand même, Roselyne Bachelot, parce qu'il y a aussi l'annonce aujourd'hui de l'obligation de travail qui est actée pour les bénéficiaires du RSA. Ça va se mettre en place au moment où l'UMP diffuse un tract contre le Parti Socialiste, un tract qui tire à boulet rouge contre le parti du laxisme et de l'assistanat. On est bien dans les thèmes de campagne, là aussi. Alors, je veux peut-être revenir d'un mot sur le contrat, sur le RSA, puisque j'ai décidé de proposer aux bénéficiaires du RSA, par l'intermédiaire des conseils généraux, d'un certain nombre de conseils généraux expérimentateurs. Je reçois d'ailleurs les 11 premiers présidents de conseil général expérimentateurs demain. De gauche alors, la gauche est partenaire là. Ah, mais tous ceux qui veulent venir bénéficier de ce contrat le peuvent, bien entendu. Il n'y a pas de couleur politique dans ce choix. Il y a la moitié, à peu près, c'est moitié-moitié pour les conseils généraux. Véritablement, nous nous rendons compte qu'il y a des publics très éloignés de l'emploi pour lesquels le contrat d'insertion classique qui fait 20 heures, c'est déjà beaucoup. À mi-temps, c'est déjà beaucoup. Et en partant d'ailleurs d'une expérimentation, d'une pré-expérimentation qui avait été faite par Hervé Guémard en Savoie et qui avait expérimenté un contrat d'une journée, c'était très intéressant. Donc nous proposons cela pour ces publics très éloignés de l'emploi. Alors bien entendu, ils signent un contrat de retour à l'emploi et c'est s'ils ne respectent pas les obligations qu'ils ont signées qu'ils sont éventuellement pénalisés par le président
du Conseil général. Est-ce que c'est une réponse donc au laxisme supposé du Parti socialiste? C'est surtout une réponse humaine. Oui. Pas une réponse au laxisme, c'est finalement proposer aux acteurs de l'insertion un certain nombre d'outils. Moi, j'ai en face de moi des publics parfois très abîmés, qui ont des difficultés familiales, des difficultés de santé, qui sont profondément désinsérés, qui n'ont pas les acquis fondamentaux de la lecture, de l'écriture. On dit à ces personnes, écoutez, comme si c'était facile. C'est déjà difficile pour des gens qui ont toutes les cartes en main. Et vous imaginez pour ces personnes leurs difficultés? Moi, je veux proposer aux acteurs de l'insertion des outils d'insertion. Voilà, avec donc ces 7 heures hebdomadaires qui seront proposées sous la forme d'un contrat avec des conseils généraux de gauche, de droite. Voilà, c'est ça. Vous négociez avec tout le monde. Et ça donnera 132 € supplémentaires par mois à ces publics. Donc ce n'est pas une contrepartie du RSA, c'est un salaire supplémentaire par rapport à l'allocation. 130 € en plus en moyenne, c'est ça. On ne travaille pas pour rien. Alors, on parlait des prestations sociales dont la hausse va être ralentie. Les familles s'inquiètent. Roselyne Bachelot, je vois que le Nouveau Centre fait également des propositions, comme la gauche. Le Nouveau Centre fait des propositions pour épargner donc cette hausse des prestations familiales qui sont remises en cause par le plan de rigueur. Il propose de baisser plutôt la dotation aux collectivités locales. Alors, j'ai vu cette... C'est une bonne idée, une alternative? J'ai vu cette proposition du Nouveau Centre. Nous, ce que nous avons dit à l'Assemblée nationale, aux parlementaires, nous avons bâti un plan équilibré. Mais si vous préférez, à l'intérieur de ce plan, dans la masse à la fois des recettes et des économies. Si vous voulez rééquilibrer, nous sommes très sûrs. Vous pensez bien que la ministre en charge de la famille, si ma foi cette proposition recueille l'assentiment du Parlement, je suis comme le Premier ministre qui d'ailleurs assistait à cette réunion et qui a dit pourquoi pas. Donc voilà, pourquoi pas. En tous les cas, pour les familles bénéficiant d'aide sociale, ce plan de rigueur a un coût. Oui, Roselyne Bachelot, il faut quand même le reconnaître, que nous présente Paul Bouffard avant d'accueillir Frédéric Dumoulin de l'AFP. Une rigueur en forme de coup de massue pour les familles. Tout d'abord, gel du barème de l'impôt sur le revenu. En clair, les Français qui se verront augmenter paieront plus d'impôts. Ils passeront plus rapidement d'une tranche à l'autre car les seuils ne suivront pas l'inflation. Des recettes supplémentaires de 1,7 milliard en 2012, 50% des contribuables touchés et toujours la même cible, le pouvoir d'achat. On fait des économies en tapant sur les familles. On sait aujourd'hui que quand on touche au pouvoir d'achat des familles, on touche à la consommation. Et donc, lorsque la consommation ralentit, ça veut dire que c'est l'activité qui ralentit et donc une augmentation automatique du chômage. Une austérité qui frappe aussi les prestations sociales. Objectif dans ce domaine, économiser 400 millions d'euros en 2012. Principal poste de rigueur, les allocations familiales. Imaginons un ménage avec 2 enfants de 7 et 14 ans. En 2011, ils ont touché 1 933 €. Sans la réforme, le couple aurait vu progresser leur aide de 2,3%. Mais rigueur oblige, la progression est gelée à 1%. Au final, un manque à gagner de 30 €. Une petite somme, mais à la Confédération syndicale des familles, 1 € est 1 €. Pour les familles, pour 3 €, il y avait des familles qui seront en impayé de loyer. Mais une petite somme, je pense que 3 € sur la symbolique, c'est assez fort. Ce n'est pas le numéraire qui compte, c'est le symbolique qui est assez fort. Pourquoi prendre 3 € dans la poche des ménages quand on peut récupérer 12 milliards ailleurs? Pas de coup de pouce pour les écoliers, le prix des fournitures gonfle, mais les familles verront leurs allocations rentrée scolaire progresser seulement de 1%. En 2011, elles avaient augmenté d'1,5%. Enfin, il faudra aussi serrer la vis dans le domaine de la santé. Face à l'austérité, les mutuelles risquent de répercuter une hausse des tarifs de 4,7% sur les patients. Voilà, Frédéric Dumoulin de l'AFP nous a rejoint. Frédéric. Donc madame, bonsoir. Bonsoir. Donc on est en plein plan de rigueur puisque le mot maintenant n'est plus vraiment tabou dans votre famille politique. Est-ce qu'on peut être réélu selon vous sur la rigueur? Alors moi je veux dire que
c'est pas uniquement une question de sémantique, je suis pas d'accord avec ce mot. Parce que qu'est-ce que ça signifie? On le voit dans un certain nombre de pays étrangers. Qu'est-ce que ça signifie? Monsieur Fillon lui-même l'utilise. Merci, mais vous avez invité Roselyne Bachelot, je crois, donc je peux utiliser mes mots, qui sont ceux que je choisis, et mes opinions, mes convictions. Je veux dire simplement que la rigueur, c'est diminuer les salaires des fonctionnaires, comme on le fait par exemple en Irlande, où ils baissent de 15%. C'est diminuer les pensions, comme on le fait dans un certain nombre de pays, 20% en Grèce, en Espagne. Aussi, on baisse les pensions. C'est augmenter massivement les taxes. Donc c'est ça la rigueur. Nous, ce que nous voulons, c'est certes être... Si la rigueur, c'est d'être rigoureux, de bien mener le vaisseau de l'État, oui, certainement. Mais moi, ce que je veux dire, je parle bien de plan de retour à l'équilibre. Nous voulons passer entre deux intégrismes. Finalement, c'est simple. Il y a ceux qui veulent saigner le malade et qu'il meure guéri, c'est-à-dire de dire il faut tout faire pour lutter contre les déficits et vraiment cogner pour ce retour à l'équilibre le plus rapidement possible. Ah bon, nous ne voulons pas... avec dans votre majorité. Dans votre majorité non, mais on a vu par exemple les soutiens de M. Bayrou être sur cette ligne. Et les libérales également. Et nous voyons bien que nous ne voulons pas, le président de la République ne veut pas bloquer la machine économique. Et de l'autre côté, les socialistes et la gauche dire « et allons-y, continuons les dépenses et augmentons les impôts ». Donc nous voulons passer entre ces deux intégrismes, mettre la France sur le retour à l'équilibre sans bloquer la machine économique. C'est bien un plan de retour à l'équilibre. Que pensez-vous de l'attitude du Sénat de gauche, justement, qui a complètement détricoté le projet de budget pour la sécurité sociale? Je dois dire que j'ai été ébahi par les débats qui se sont déroulés, par les teneurs des débats qui se sont déroulés. Par les mesures votées. Vous savez, on avait l'habitude à l'Assemblée nationale ou au Sénat, j'ai l'habitude d'être dans l'opposition. J'ai été 14 ans parlementaire, 10 ans dans l'opposition, 4 ans dans la majorité. Donc je sais ce que c'est que d'être parlementaire d'opposition. J'ai jamais vu ça. Une opposition systématique. Je développais par exemple hier un certain nombre d'arguments. Nous parlions du médico-social avec des arguments qui tenaient vraiment pas la route. Et je voyais le regard de mes interlocuteurs qui me disaient « mais vous avez raison, effectivement, si nous étions au pouvoir, on le ferait pas, mais on est dans l'opposition, on s'oppose ». Là, je crois vraiment que, bon, je dirais, je passe sur ça, je pense que c'est un début d'opposition au Sénat et que sans doute on va revenir à des choses plus raisonnables, du moins je l'espère, parce qu'il y a des gens de qualité. Je vois par exemple le sénateur Jean Daudigny ne m'avait pas habitué auparavant, quand il était dans l'opposition, à une vision aussi brutale, j'allais dire bornée, mais le mot, on va le dire, va encore dépasser ma pensée. Ah mais on aime bien vous quand disiez raisonnable. vos mots vous dépassent parfois. Vous disiez il y a quelques minutes, donc raisonnable. Mais donc justement, vous-même n'avez pas exclu qu'il y ait une troisième vague de ce plan, on peut appeler d'austérité. Qu'est-ce qu'on peut demander ensuite, donc, en termes de sacrifice? D'abord, nous avons des marges de manœuvre. Les 1% ne seront pas forcément tenus. Ce plan de retour à l'équilibre, il part d'une analyse sérieuse de la situation. Nous avons pris des perspectives de croissance moyenne par rapport aux différents experts qui nous entourent. Le FMI disait 1,4%, la Commission européenne disait 0,6%, nous avons pris 1%. Nous avons vu que les meilleurs experts peuvent se tromper. Ils avaient prévu pour le troisième trimestre 0% de croissance. Notre taux de croissance est à 0,4%. Divine surprise pour ces fameux experts. Donc nous avons des perspectives réalistes. Nous menons ce plan de retour à l'équilibre à travers les décisions du 24 août, les décisions que nous venons de prendre, mais aussi des décisions qui ont été prises dans ce qu'on appelle le PLF, la loi de finances pour 2012, la loi de financement de la sécurité sociale. Et nous avons constitué une réserve de précaution de 6 milliards. La ministre du Budget, Valérie Pécresse, l'a confirmé. Donc nous avons une vision réaliste des choses. Mais quand on regarde bien tout ce qui est fait, on a vraiment l'impression que c'est une course contre la montre qui est engagée et qu'il s'agit pour le gouvernement de faire coûte que coûte en sorte que la note AAA ne soit pas dégradée d'ici le mois de mai. C'est un petit peu ça quand même. Il ne s'agit pas de ça. La note AAA, elle est une conséquence, elle est une constatation d'un certain nombre de clubs d'experts. Nous, ce que nous voulons, c'est tenir nos engagements.
Nos engagements, c'est de suivre un plan de réduction des déficits qui nous amène à 3% en 2013 et qui nous amène à 0% de déficit en 2016. Et nous sommes en avance sur nos perspectives de retour à l'équilibre. Donc nous suivons extrêmement bien notre cadencier de retour à l'équilibre sur 2010, sur 2011 et demain sur 2012 à 4,5% en 2012 et 3% en 2013. Nous n'avons aucune raison de modifier, dans notre perspective nationale, nous n'avons aucune raison de modifier les fondamentaux de notre démarche. Vous le disiez vous-même tout à l'heure, on est presque dans la campagne présidentielle. Ça avance maintenant, oui, effectivement. Donc, et vous devez être heureuse parce que donc, Nicolas Sarkozy connaît un regain dans les sondages, alors que François Hollande a un petit peu a quelques difficultés, on le voit actuellement. Est-ce que vous diriez, comme certains de vos collègues qui sont pas tendres avec lui, est-ce que vous le qualifieriez de bavard, vous aussi ? Écoutez, je trouve qu'on est très gentil dans l'opposition, on est très méchant dans l'opposition et très gentil dans la majorité avec François Hollande. Quand on voit comment les socialistes traitent le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, avec une brutalité, avec des injures, vraiment, M. Châtel a utilisé le terme barbare, qui est un éléphant que chacun parle avec ses mots. Je l'ai revendiqué il y a un instant, qui est un terme bien sympathique. J'ai adoré barbare quand j'étais enfant. Oui, mais justement, je ne suis pas derrière céleste, tout ça, mais je ne suis pas céleste. Hein. Mais je veux dire, non, mais ce qui est délicieux, c'est d'entendre les amis de M. Hollande parler de lui, parce que nous sommes relativement gentils, agréables et urbains, mais eux, ils se conduisent avec une brutalité, parce que ce sont les gens, je vous signale, avec lesquels M. Hollande va devoir gouverner demain. Jean-Louis Mélenchon, certainement pas. Le capitaine de pédalo, c'est pas moi qui le dis, c'est M. Mélenchon. Vous avez vu ce qu'a dit M. Cohn-Bendit dans le journal Libération. Oui. Monsieur Hollande est en train de se ségoléniser. Madame Joly tient des propos extrêmement peu agréables. Mais revenons une seconde à l'UMP si vous voulez bien. Extrêmement peu agréables sur Monsieur Hollande. Nous sommes dans l'opposition. Moi, je viens pas gémir. Je viens pas encore dans la majorité. Nous sommes dans l'opposition à M. Hollande, je veux dire. Nous sommes dans l'opposition à M. Hollande. Nous sommes dans cette opposition. Écoutez, nous attaquons M. Hollande. Mais derrière tout ça, on a quand même l'impression, quand M. Copé parle de manque de courage, donc là, il y a bavard, il y a quand même la volonté de l'UMP d'installer dans l'opinion le fait que M. Hollande n'aurait pas la stature d'un homme d'État. Et j'ajoute... Nous ne faisons finalement que relayer la vision de Martine Aubry. Et j'ajoute, là, ça n'est pas la vision de Martine Aubry, la vision de François Fillon à l'Assemblée nationale. Vous vous étonnez qu'on ne dise pas de bien de M. Hollande. Non, mais quand vous il êtes dit... d'une fraîcheur. Est-ce que selon vous, est-ce qu'il porte atteinte... Madame Aubry. François Fillon dit que François Hollande et le Parti socialiste portent atteinte aux intérêts de la France, avec cette politique de dénigrement et puis avec l'accord passé avec les Verts sur le nucléaire. Le parti de l'étranger. Alors c'est le parti de l'étranger. Oui, je suis d'accord sur le fait que devant la difficulté de la situation, la façon dont M. Hollande a baissé les bras devant une perspective de dégradation de la note de la France, même en se demandant s'il ne la souhaitait pas. La façon dont il l'a formulée était pour le moins extrêmement curieuse. Vraiment, c'est extrêmement inquiétant. Il faut que sur un certain nombre de choses, dans une situation si difficile, et en particulier la crédibilité de la France à l'international, on trouve le minimum de consensus autour du président de la République. Vous parlez justement du courage avec les mesures annoncées par le président de la République et le gouvernement. On a vu donc ce week-end un mariage célébré, donc un mariage illégal célébré entre deux hommes. Oui, c'était pas un mariage, c'était voilà, plutôt une cérémonie conviviale, on connaît votre hein. combat, notamment pour le Pax, où vous avez été quand même très minoritaire dans votre camp. Donc est-ce que le courage, selon vous, c'est aussi, par exemple, pour le président de la République, de se déclarer favorable au mariage homosexuel en 2012 ? Moi, je ne prends pas d'engagement pour le président de la République. Il est assez grand pour dire au moment de la campagne électorale, car je ne doute pas que cette question sera évoquée, quels sont ses choix et quels sont les choix qu'il propose à la France. Pour moi,
depuis très longtemps. Vous connaissez mes opinions sur ce sujet. Je suis pour le mariage entre deux personnes de même sexe. Je ne renie pas mes engagements, bien au contraire. J'aurai l'occasion de les réexprimer dans la campagne électorale. Je le fais dans le respect des convictions de chacun. Je ne pense pas, par exemple, qu'on est homophobe parce qu'on n'est pas pour le mariage entre deux personnes de même sexe. Chacun a sa vision religieuse, anthropologique et sociologique du mariage. Moi, je pense que le mariage a profondément évolué. Il est maintenant d'abord une déclaration d'amour entre deux personnes, avant d'être un acte politique ou un acte religieux. Il est une proclamation sociale d'un attachement entre deux êtres qui s'inscrit dans la durée. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite qu'il soit ouvert aux personnes de même sexe. Mais ce qui est vrai, c'est que le président de la République, quand il était encore le candidat Nicolas Sarkozy en 2006-2007, s'était engagé pour une union civile spécifique, qui n'a jamais vu le jour. Oui, alors c'est un sujet sur lequel nous pouvons avancer et sur lequel d'ailleurs travaille ma secrétaire d'État, Claude Greff. Autre mesure, est-ce que vous seriez favorable au vote des étrangers installés en France depuis 5 ans aux élections locales? Vous êtes contre cette mesure. Au fait, où en est la réforme de la dépendance, Roselyne Bachelot? Elle est abandonnée définitivement? La réforme